qui a dit « Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie. Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. » La personne qui a dit ça, c'est pas du tout un Européen. Il s'agit du président William Clinton, Bill Clinton pour les médias, président des États-Unis, dans une conférence de presse à Ankara, capitale turque, le 15 novembre 1999, à l'issue de son entretien avec le président Süleyman Demirel, que l'on voit ici, qui est décédé depuis lors. Pour ceux qui seraient comme saint Thomas, je les renvoie à la dépêche de l'agence France-Presse du 15 novembre 1999 de 15h35. Et Bill Clinton disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat ». C'est d'ailleurs une photo qui a été prise lors de l'entretien à l'issue duquel Clinton a fait cette déclaration. Le total des subventions versées à la Turquie dans le cadre de la procédure d'adhésion a été de 1,249 milliard d'euros sur la période 2002-2007, de 4,873 millions d'euros sur la période en cours 2008-2013. De telle sorte qu'il y a des gens qui vous font croire encore que la Turquie ne va pas adhérer à l'Union européenne. La Turquie adhérera puisque les États-Unis l'exigent, l'ont demandé, je l'explique dans plusieurs de mes autres conférences, puisque les États-Unis veulent que l'Union européenne et l'OTAN aient à peu près le même périmètre. Donc si la Turquie va entrer dans l'Union européenne, c'est bien parce que ça participe d'une stratégie militaire d'encerclement de la Russie et de surveillance du Moyen-Orient. C'est pour ça que la Turquie doit entrer dans l'Union européenne, alors que la Russie aurait davantage de sa place dans l'Union européenne, puisque la Russie est un pays d'Europe, beaucoup plus que la Turquie. Bon. Donc les Français se perdent en conjectures, pourquoi la Turquie, etc. La réponse, elle est toute simple. La Turquie, parce que les États-Unis en ont décidé ainsi, et que, comme je l'explique, ce sont les États-Unis qui pilotent la construction européenne en sous-main depuis maintenant 1949. Alors, même si les peuples ne sont pas d'accord, eh bien, la Turquie va entrer, et donc il y a des aides à la mise à niveau des législations, et donc, comme vous le voyez, sur la période 2002-2013, il y a quand même 6,122 milliards d'euros qui ont été versés par les contribuables à la Turquie. Je dis bien 6 milliards, je ne dis pas 6 millions. On est donc vraiment dans des chiffres d'une très grande importance. 6 milliards d'euros, ça commence à faire beaucoup d'argent. Maintenant, les Russes se lâchent et donne de plus en plus d'informations sur les liens qui existent entre le régime d'Ankara et le prétendu État islamique. Et en particulier, tout spécialement, sur le président turc Erdogan et sa famille et les dirigeants de ce prétendu État islamique. Notamment, c'est une partie de la famille de Erdogan qui aurait partie liée avec les ventes de pétrole qui servent à financer le prétendu État islamique. Alors ce qui est en train d'apparaître au grand jour, eh bien c'est ce que je dis personnellement depuis maintenant, ça fait plus d'1 an que j'avais mis les pieds dans le plat chez Ruquier, à l'émission de télévision On n'est pas couché, ce qui m'avait valu les indignations, les cris d'orfraie de Madame Léa Salamé qui m'avait traité d'anti-américain primaire. En réalité, ce qui est en train d'apparaître, c'est que ce sont les plus grands alliés des États-Unis dans la région, la Turquie qui est membre de l'OTAN depuis 1955, mais aussi l'Arabie Saoudite et le Qatar, eh bien les plus grands alliés des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN, qui sont en fait les suppôts, les soutiens financiers et en armement du prétendu État islamique. Voilà la situation. Alors, il y a aujourd'hui même, ce week-end, au moment où je parle, s'est réuni un sommet des pays de l'Union européenne avec la Turquie sur la question des fameux migrants, ce qu'on a appelé des migrants, qui ne sont pas en fait des migrants, qui sont, pour parler de façon précise, la langue française est précise, le droit international l'est également, ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés de guerre. J'avais dit, je crois, dans un des entretiens d'actualité, peut-être pas le précédent, mais celui d'avant, ou celui d'encore avant, je ne me rappelle plus, j'avais dit que il y avait quand même, ce qui était quand même très choquant dans cette affaire de migrants prétendus, dans cette affaire de réfugiés de guerre, c'était que justement, on considérait que les pays de l'Union européenne étaient les seuls fautifs, les seuls à devoir recevoir cet afflux soudain. J'avais d'ailleurs attiré l'attention, me semble-t-il, sur le côté étrange que représentait ce soudain afflux. C'était bizarre.
Ça fait maintenant 4 ans que la Syrie a été déstabilisée par les puissances occidentales, délibérément. Il y a eu d'ailleurs, je crois, quelque chose comme 250 000 morts depuis que les États-Unis et leurs domestiques ont commencé à vouloir déstabiliser le régime de Bachar el-Assad. Alors on peut dire que le régime de Bachar el-Assad était peut-être pas un régime très démocratique, mais d'une part, celui de l'Arabie saoudite ou celui du Qatar, soutenu à bout de bras par les États-Unis, l'est encore moins. Et d'autre part, M. al-Assad n'avait pas fait 250 000 morts en 4 ans parmi sa population. Alors, j'avais souligné le fait que cet afflux soudain de réfugiés était quand même bizarre, puisque ça faisait 4 ans que la situation était une situation de quasi-guerre civile, de guerre civile, on peut le dire, quoique c'est pas uniquement une guerre civile, c'est avec des interférences étrangères. Et normalement, on aurait dû assister à un flux continuel de réfugiés. Or, c'était pas ce qui s'était produit. On avait le sentiment qu'il y avait un tout petit flux, et puis d'un seul coup, à l'été, on avait eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui étaient arrivées. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait donné le feu vert, qui avait même organisé avec des passeurs toute cette opération. Il y avait d'ailleurs des choses extrêmement troubles, puisque George Soros, l'inénarrable George Soros, avec son Open Society, était intervenu pour dire qu'effectivement c'était très bien et qu'il fallait que l'Union européenne accueille tous ces migrants. Et il y avait un certain nombre de grands patrons qui avaient dit, notamment le patron d'Airbus, qui avait dit qu'il allait falloir donc baisser les salaires des ouvriers, des salariés européens, français et allemands notamment, pour se mettre au niveau de ces nouveaux venus. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Il y a M. Moscovici d'ailleurs, le commissaire européen de nationalité française qui est à la Commission, qui s'était frotté les mains en disant que ça allait faire un petit surcroît de croissance, cet afflux de réfugiés. Et puis patatras. Patatras, d'abord, il y a quand même un certain nombre d'opinions publiques à travers le continent européen qui se sont rebellées en disant que c'est quand même invraisemblable qu'il y ait tous ces migrants d'un seul coup et qu'on fasse comme s'il était évident que les pays de l'Union européenne devaient seuls les accueillir, alors qu'il y a, je le rappelle, un organisme des Nations Unies qui s'appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés de guerre, qui normalement aurait dû se charger de ce travail et aurait dû répartir les réfugiés dans l'ensemble des pays membres de l'ONU, en particulier aux États-Unis d'Amérique et au Canada, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça c'est pour les pays de l'OCDE, ou en Japon, en Corée, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et puis aussi dans les pays du monde arabe. En particulier chez les frères arabes, notamment en Arabie saoudite et au Qatar. Donc il y avait quelque chose derrière qui n'allait pas. On voyait qu'il y avait une manipulation qui se cachait derrière. Et puis non seulement il y a eu les opinions publiques qui se sont rebellées, mais c'est pas tout. Il y a eu évidemment l'affaire des attentats parisiens. Alors cette affaire des attentats parisiens a d'un seul coup bouleversé la donne, puisque là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur ces attentats, puisqu'on ne sait pas, ces attentats, à peine sont-ils commis, ça rappelle ce qui s'était passé le 7 janvier avec l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie cachère, ça rappelle aussi l'affaire Mohamed Merah. Ce sont des attentats qui laissent un goût un peu étrange, j'y reviendrai tout à l'heure, dans les opinions publiques, puisqu'on trouve tout de suite les responsables dans les 24 heures, ils sont repérés, dans les 48 heures, ils sont abattus. Donc à chaque fois, c'est un peu étrange. Il n'en demeure pas moins que ces attentats ont d'un seul coup provoqué la fermeture généralisée, du moins la refermeture, ou du moins les contrôles aux frontières, l'effondrement de l'espace Schengen, des fermetures aux frontières décidées entre les pays de l'Union européenne et les pays alentours, par exemple entre la Hongrie et la Serbie, et puis même entre certains pays de l'Union européenne où des frontières ont été refermées. Et puis d'un seul coup, Mme Merkel a été obligée de faire un virage à 180 degrés. Elle avait dit qu'elle allait accueillir 800 000 migrants dans l'année. D'un seul coup, elle a fait un virage à 180 degrés. Monsieur Hollande, qui fustigeait encore 48 heures auparavant ceux qui voulaient contrôler les frontières, d'un seul coup, Monsieur Hollande a proclamé la fermeture des frontières. Puis il a fait du rétropédalage en se rendant compte qu'on ne pouvait pas fermer les frontières parce que tout a été supprimé entre la France et les pays limitrophes, notamment entre la France et la Belgique, dont venaient d'ailleurs justement, semble-t-il, les assassins des attentats du 13 novembre à Paris. En bref, c'est l'ensemble même de cet afflux de réfugiés de guerre en Europe qui a été posé. Et alors aujourd'hui, donc, ce week-end, 28 et 29 novembre, on apprend quoi? Eh bien que les pays de l'Union européenne se sont réunis avec la Turquie et qu'ils sont convenus de verser 3 milliards de dollars, excusez du peu, à la Turquie pour que la Turquie freine les afflux de réfugiés. Alors,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'à l'évidence, il s'agit d'un chantage. On comprend mieux le rôle qu'a joué la Turquie. C'est très probablement la Turquie qui, d'un seul coup, a laissé partir un très grand nombre de réfugiés de guerre à partir de l'été, quitte d'ailleurs à en envoyer des centaines et même des milliers mourir dans des conditions atroces en Méditerranée orientale. Ça ne gêne pas le régime d'Ankara. Donc ils ont laissé partir ça, en réalité, pour faire pression sur l'Union européenne. N'oublions pas que la Turquie est en phase de négociation sur l'adhésion à l'Union européenne. C'était hier, lundi. Alors là, vraiment bien peu de Français ont été tenus au courant. C'est une information qui a été passée sous la table. Figurez-vous qu'hier, lundi, l'Union européenne a décidé, la Commission européenne réunie à Bruxelles, recevait en grande pompe plusieurs ministres turcs, ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires européennes turc, et l'Union européenne a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre, comme on dit, d'ouvrir un nouveau chapitre, en l'occurrence le chapitre 17, des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Ce chapitre 17 concerne la coopération, c'est pas rien, coopération en matière économique et monétaire. C'est d'ailleurs le vif du sujet. C'est le 15e chapitre, enfin c'est le chapitre 17 qui est ouvert, mais c'est le 15e chapitre qui est ouvert dans ces négociations qui datent maintenant depuis de nombreuses années et qui avaient été un petit peu ralenties, pour ne pas dire mises sous le boisseau, du fait de l'hostilité viscérale des Allemands et des Grecs, pour une fois d'accord, à faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Eh bien, voilà-t-il pas que, par miracle, les choses viennent de se débloquer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, rappelez-vous ce qui s'est passé auparavant. Il y a eu l'affaire de prétendus migrants, en fait des réfugiés de guerre que la Turquie a décidé d'envoyer massivement à partir de la fin du printemps, rappelez-vous, vers l'Europe, vers les pays de l'Europe, avec malheureusement des noyades par naufrage épouvantables. C'est une politique scandaleuse, méprisant la vie humaine. C'était la géopolitique pour essayer en fait de faire une partie de bras de fer avec les pays de l'Union européenne. Et puis, il y a 15 jours, l'Union européenne a donc décidé de freiner le flux des migrants. En fait, c'est du racket. La Turquie accepte d'empêcher les réfugiés de guerre de prendre des navires pour aller rejoindre les côtes de la Grèce notamment. Et moyennant quoi, l'Union européenne a promis 3 milliards de dollars à la Turquie. Je rappelle que ça fait à peu près, donc comme la France paye un sixième, 500 millions de dollars, c'est-à-dire quelque chose comme 460 millions d'euros que les Français vont donc verser à la Turquie pour que la Turquie ait la gentillesse de fermer ses frontières et qu'elle n'organise pas un exode de réfugiés de guerre vers les pays de l'Union européenne. Ça s'appelle du racket ou du chantage. Et bien maintenant, c'est le 3e étage de la fusée. On imagine que Washington doit suivre ça d'extrêmement près d'ailleurs. Le 3e étage de la fusée, c'est que d'un seul coup, par miracle, eh bien l'Allemagne et la Grèce ont levé leur veto et puis on vient d'entamer une négociation qui est sur l'un des sujets les plus importants. J'en parlais tout à l'heure, le chapitre 17 de la coopération économique et monétaire avec la Turquie pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, je suis un peu désolé de le dire, ça fait un peu rengaine, mais c'est encore une fois, nous avons raison. Encore une fois, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne appartient à un grand jeu géopolitique où les pays d'Europe occidentale sont là avec un pistolet sur la tempe. Le pistolet est tenu par Washington. Washington veut absolument faire entrer la Turquie, qui appartient déjà à l'OTAN depuis 1955, là c'est la face militaire, dans la face civile qui est l'Union européenne. Je renvoie aux conférences que je fais depuis maintenant 8 ans pour l'expliquer. Encore une fois, nous en avons la confirmation. Alors quand même, c'est d'autant plus choquant et scandaleux que la Turquie, au même moment, a des liens plus que troubles avec le fameux Daesh, le fameux État islamique, rappelons-le. Donc, alors bien entendu, comme en France, il n'y a plus de parlement, vous l'avez remarqué, il n'y a plus de débat, l'Assemblée nationale a l'impression que tout le monde y dort, il ne s'y passe plus rien. Normalement, dans une démocratie saine et vivace, il devrait y avoir une interpellation au gouvernement. Comment est-ce qu'il est possible de promettre 3 milliards de dollars à la Turquie un jour, d'ouvrir ensuite les négociations sur un des chapitres les plus essentiels de son processus d'adhésion à l'Union européenne avec la Turquie,
sans avoir demandé à la Turquie des comptes sur le financement de Daesh. Paraît-il que le fils, d'ailleurs, du dirigeant turc est personnellement mêlé à ces trafics. Voilà, en tout cas, l'état de la question. Ceux qui pensent que l'Union européenne n'a pas vocation à faire entrer la Turquie sont des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Ce ne sont pas les dirigeants européens qui décident du périmètre. C'est à Washington que ça se passe.